sais que vous ne reviendrez pas. C'est par ces mots que mon père nous a dit au revoir à l'aéroport de Téhéran quand nous avons quitté l'Iran en août 1980. La République islamique avait alors 1 an et demi. En février 1979, sous la pression des manifestants, le Shah, un monarque autoritaire soutenu par les États-Unis, avait dû fuir l'Iran. Un certain Ayatollah Khomeini, un dignitaire religieux charismatique, était rentré d'exil sous l'acclamation de la foule en liesse. Mais rapidement, l'euphorie révolutionnaire avait cédé la place à la terreur. Khomeini avait instauré la loi islamique, commençant à imposer le voile aux femmes dans l'espace public, réprimant dans le sang toutes les oppositions, y compris les factions marxistes qui le soutenaient quelques mois auparavant. La révolution mangeait ses enfants. « Je sais que vous ne reviendrez pas », nous avait dit mon père le jour de notre départ à l'aéroport de Téhéran. Pourtant, officiellement, nous ne partions que quelques semaines. Ma mère et moi avions en effet l'habitude de passer du temps ainsi toutes les deux à Paris. Et je ne comprendrai que plus tard les forces qui la poussaient à revenir en France tous les étés, et cet été-là en particulier. Pour l'heure, nous étions occupés à subir les contrôles des autorités pour franchir la frontière de l'Iran post-révolutionnaire. « C'est quoi ça ?» Une femme couverte d'un long tchador noir s'empara d'un séchoir à cheveux dans la valise de ma mère. « Ouvrez-le » ordonna-t-elle avant de réajuster son voile. Puis elle tendit un tournevis à mon père. Celui-ci s'exécuta tandis que ma mère secouait la tête, exaspérée. J'observais le décor autour de moi, les familles éparpillées devant leurs valises ouvertes. La femme ne trouva rien dans le séchoir démembré, mais juste à côté, emballé dans un tissu, il y avait des bijoux appartenant à ma mère. La femme hésita à les garder. Finalement, elle les remit de mauvaise grâce à mon père qui restait en Iran. Les islamistes récemment arrivés au pouvoir se méfiaient des taghoutis, les partisans de l'ancien Shah qui quittaient alors le pays en catastrophe pour ne jamais revenir, en emportant avec eux toute leur richesse. Nous étions des taghoutis, et pourtant, pendant des années, ma mère soutiendrait que nous ne partions que pour quelques semaines. J'ai ainsi fui l'Iran comme par inadvertance, et ce fut un véritable tremblement de terre. Séparée de mes tantes, de mes oncles, de mes cousins, de ma grand-mère, de mes amis, de mon père, j'étais seule, face à l'effondrement de ma mère qui était auparavant pour moi la plus belle femme du monde, une sorte d'héroïne en acier. J'étais seule, et mon père, dès qu'il obtenait un visa pour la France, se rendait avec sa valise à l'aéroport de Téhéran avant de se voir refoulé. Chaque fois, cela lui coûtait un peu de sa santé qui se dégradait au fil des ans. À ceci de particulier que sa survie passe immanquablement par la réécriture de l'histoire et l'organisation méthodique de l'oubli. Le cœur même du régime est cette machinerie redoutable, jamais au repos, jamais rassasiée, qui broie avec une égale intensité tout ce qui nuance, contredit, singularise, se détache, revendique et bien entendu s'oppose. Les monuments, les événements, les plaisirs, les joies, les êtres, peu importe. Par le mensonge, la falsification, la dissimulation, la délation, la destruction, la terreur, la désespération, la mort. Les moyens ne manquent pas, ni les instruments. Si les écrivains, les poètes ou les cinéastes sont les rivaux désignés de ces ministères de la vérité, c'est parce qu'à travers leurs œuvres, ils conservent et protègent la mémoire, en extraient la vérité clandestine et la remontent à la surface. Mais aussi parce qu'ils s'immiscent dans les lieux intimes, derrière les portes fermées des maisons, entre les murs d'un appartement, dans une cuisine, une chambre d'hôtel, une voiture. Ces espaces confinés où flotte un parfum de peur, mais qui tente de se dérober à la tyrannie. Là, à l'abri de regards inconnus et des systèmes de surveillance, les femmes et les hommes sortis de la masse cessent d'être des objets au service d'une idéologie pour redevenir des individus avec un nom, un passé, des opinions, des émotions, des chagrins, des espoirs. C'est en racontant ces vies heurtées, abîmées, effacées ou pulvérisées, ces vies auxquelles l'histoire officielle ampute leur réalité, qu'une lutte s'engage. Voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire ce récit. Une suite d'événements concentrés sur une semaine de début janvier 2020 qui aboutit à une tragédie.
L'écrire alors même que j'étais, que je suis loin de tout, loin de l'Iran où elle a eu lieu, loin des êtres qui l'ont vécu, des protestations, des manifestations, des combats quotidiens, loin de la brutalité des gardiens de la Révolution, des intimidations, des mensonges martelés à la télévision, du faux-semblant, des charognards. Je n'en suis pas loin par ma volonté, mais le fait est là. L'exil, comme le définit le dictionnaire, est l'expulsion hors de la patrie avec la défense d'y entrer. Ainsi, je m'en vais raconter ce que je n'ai ni vu, ni vécu, ce à quoi je n'ai pas eu accès physiquement, qui m'a été raconté, confié de façon souvent décousue, brouillé par l'émotion, par l'impact toujours permanent du choc. J'ai écouté, lu, analysé, imaginé et probablement interprété. Si des détails manquent, et il en manquera, les heures, les lumières, les contours d'un paysage, l'agencement d'un appartement, les mots précis d'une conversation, ces touches de véracité qui mettent le récit en résonance directe avec le monde et lui donnent, en échange, un cachet d'authenticité. Dites-vous qu'ils m'ont manqué tout autant, au point de douter plus d'une fois de la pertinence de cette entreprise. En même temps, je sais, et c'est avec certitude que j'ai cheminé tout au long de ce récit, que vouloir restituer par écrit la vérité complète et entière d'un événement, espérer le détacher des aléas du temps, le ramasser à travers les sables mouvants de la mémoire et des émotions, sans le moindre écart, sans que la subjectivité infuse les faits, relève de l'illusion. Les questions persistent et persisteront, à commencer par comment témoigner de ce dont je n'ai pas été témoin. Mais demeure la conviction que cette tragédie où s'inscrivent son visage et son nom parmi ceux des autres, ne peut pas, ne doit pas être laissée uniquement à ses assassins.